Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la construction de collaboration durable entre le monde académique et le monde des entreprises. Le monde académique, et oui, on le sait, face à la pénurie croissante de profils scientifiques, le besoin de coopération stratégique et durable entre ces deux univers qui se connaissent, mais qui doivent encore se rencontrer, est plus que nécessaire. Je rappelle juste quelques chiffres. Selon une étude publiée par Job Teaser, 7 des 10 métiers les plus en tension sur 10 concernent des ingénieurs. Et là, on a des très belles écoles d'ingénieurs qui sont là et qui nous parleront de la meilleure manière de construire des ponts entre ce monde économique et évidemment le monde académique. Et on verra à la lueur des exemples de deux écoles qui sont présentes. Vous les avez vues à l'ENSAE, bien sûr, Télécom et bien sûr l'Ombrelle, l'Institut Polytechnique, comment se mettent les partenariats. C'est Vivatech, vous le savez aussi également, ça débute. C'est aussi l'occasion d'évoquer cet événement qui symbolise un peu la rencontre de ces deux mondes. Et puis, évidemment, vous doutez que cet événement fait le lien entre cet événement et cette thématique que nous allons développer, le supérieur et les entreprises. Nos invités, Thierry Coulon, le patron, le président de l'Institut, président du directoire de l'Institut Polytechnique, Thierry Coulon, qui va nous rejoindre dans quelques instants, si les dieux de l'Internet le veulent bien. Maëlys Coupé, la directrice de l'ENSAE, Thierry Coulon qui nous rejoint. Bonjour Thierry. Alors, votre micro ne fonctionne pas, mais on vous voit en tout cas. Votre micro, on ne vous entend pas. Maëlys Coupé, la directrice de l'ENSAE, qui est dans l'Institut Polytechnique, à la grande école de la statistique, et qui va évoquer aussi les partenariats. Patrick Olivier, directeur de Télécom Paris. Voilà. Alors, le Télécom Paris, si les télécoms, la connexion ne fonctionnait pas, ça serait un comble, si je puis dire. Jean-Marc Gasparini, directeur général des programmes de Dassault Aviation, notre fleuron Made in France, quand on parle évidemment aéronautique. Dominique Laurent, DRH de Schneider Electric France, là aussi, un top de notre industrie Made in France. Bienvenue à vous et j'ai le plaisir de vous présenter ce webinaire. Thierry Coulon, est-ce qu'on vous entend maintenant? Je crois. Oui. Il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on vous entend. La deuxième, c'est qu'on arrive à partager un ordinateur avec la directrice de l'ENSAE. Alors Thierry, vous savez que dans notre petit conducteur qu'on avait élaboré ensemble, l'idée c'était évidemment que vous nous faisiez une petite introduction pour présenter un peu les enjeux dont je viens de parler. Alors, je ne vous ai pas entendu, cher Gilbert, mais je devine de quels enjeux vous avez pu parler. La question, c'est d'abord d'expliquer comment ce qu'est IP Paris et comment il cherche à se connecter aux entreprises, comment il l'a déjà fait, comment il entend le faire à l'avenir. Donc, l'Institut Polytechnique de Paris, c'est l'alliance de 6 écoles d'ingénieurs pour créer un institut de sciences et technologies de niveau mondial. Les 6 écoles d'ingénieurs, c'est l'École Polytechnique, l'École nationale supérieure de technique avancée, l'ENSTA, l'École nationale des ponts et chaussées, l'ENSAE, l'École nationale supérieure de l'administration économique, des statistiques et de l'administration économique, Télécom Paris, Télécom Sud Paris. Donc, un ensemble d'écoles d'ingénieurs, d'abord qui sont proches, qui partagent une culture, qui partagent un campus, s'appelle les autres, et pour lesquels le grand sujet, c'est de traiter les enjeux du moment, ce qu'on fait à travers des centres interdisciplinaires en particulier, sur l'intelligence artificielle, sur la défense et la sécurité, sur l'ingénierie pour la santé, sur les matériaux, sur l'énergie et le climat, etc. La relation aux entreprises, elle est ancienne dans nos écoles, mais la règle, le jeu d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une masse critique importante pour peser l'international d'une part, et d'autre part, pour évidemment avoir un portefeuille d'actions à proposer aux entreprises qui soit plus large. C'est le sujet d'aujourd'hui, à travers ces centres interdisciplinaires, à travers tous les outils, qu'il s'agisse de recherche partenariale, de mécénat, de contrats de recherche, de chaires, de tests SIF. On déploie l'intégralité des outils. Et puis aujourd'hui, on va essayer de vous présenter un nouveau programme qui est un programme d'entrée. On ne dit rien, Thierry. C'est pour la fin de ce webinaire, la surprise du chef. D'accord, Gilbert, moi je vous suis. Thierry, juste un moment, pour rappeler un peu un fondamental, les fondamentaux qu'on doit investir dans la recherche. La souveraineté, elle passera par là. C'est un peu ça aussi l'enjeu de ce webinaire, de rappeler une évidence, mais c'est bien de leur dire.
On est dans une économie qui a changé, une économie de l'innovation, une économie d'ailleurs où la taille des entreprises, leur structure change. Nos élèves allaient classiquement dans les grands groupes et souvent ils se retrouvaient à leur tête. C'est le cas d'Assaut Aviation avec un ancien élève de Télécom Sud Paris. Et puis il y a un autre modèle aujourd'hui, c'est que les étudiants fondent leur start-up, fondent leur entreprise. Bon, ça c'est la première chose, c'est le fait que l'économie a changé et que c'est aussi une économie de l'innovation. Et donc autour d'un institut de sciences et technologies qui fait d'abord de la formation et de la recherche, il y a un écosystème de start-up qu'il faut entretenir. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui à Vivatech pour en présenter. Voilà. Thierry, vous n'êtes pas dans la pampa ou dans la forêt, vous êtes bien à Vivatech, le cœur de la machine high-tech. Ça s'entend, je crois, ça s'entend, ça vibre. Oui, c'est ça. Non, mais juste un symbole, encore un dernier mot. Le fait qu'on fasse ça au moment de Vivatech, c'est tout un symbole. Le fait que nous fassions ce rendez-vous au moment de Vivatech, c'est tout un symbole aussi. Bien sûr, enfin, c'est un moment de très grande intensité de relations et de contacts. Et puis, c'est l'occasion aussi de mettre en avant nos partenaires fidèles. Et il y en a deux qui sont ici aujourd'hui avec nous. Alors, Patrick, Olivier, je passerai la parole après à Maëlys. Sur cette idée qu'il faut renforcer, alors vous n'avez pas commencé aujourd'hui, hein, mais il est parti, Patrick? Oui, il est là. Je suis là. Le fait qu'il faille renforcer ces relations, et en fait, l'idée, c'est qu'il faut les accélérer en réalité, ces relations entre le monde du supérieur, le monde académique et le monde de l'entreprise. Thierry l'a dit, hein, déjà, il y a une histoire dans les relations partenariales entre le monde académique et l'industrie, et les écoles ont développé ça sur plusieurs années. Donc, comme Thierry l'a dit, aujourd'hui, il faut accélérer, se mettre dans un contexte de défis et de challenges à l'échelle mondiale. Donc, on est sur cette ligne-là. Après, c'est des choses assez partagées. Hein. Donc, on peut travailler sur des chaires. Ça, c'est un élément un peu stable et sur lequel on travaille depuis plusieurs années. Les chaires, elles évoluent. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais c'est hérité de beaucoup de travaux qui ont été faits avec les entreprises sur le long terme. Donc, le contenu évolue en fonction des besoins de l'entreprise, mais les partenariats demeurent. Donc, on a des chaires qui ont plusieurs années et qui permettent d'évoluer de concert avec les entreprises pour évoluer en fonction des besoins qui sont les leurs. Deuxième chose, c'est qu'il faut insister là-dessus. On a un gros travail de recherche et nos écoles ont des labos d'excellence mondiale sur lesquels on s'appuie. Donc, notre formation, elle est héritée aussi de ces travaux de recherche et ces travaux de recherche sont importants. Donc, et là, on le fait aussi en partenariat fort avec des entreprises puisqu'on a un taux d'accueil de thèse CIFRE qui est très fort et qui nous permet d'avoir cette connexion étroite entre nos sujets de recherche, souvent en recherche fondamentale, et les besoins des entreprises. Donc voilà, tout ça, il faut l'accélérer, il faut évoluer en fonction des besoins et de la demande, de ce que notre écosystème et notre tissu industriel a besoin aujourd'hui pour être dans les leaders mondiaux demain. Patrick Olivier, je ne dévoile rien si je dis que vous étiez au SGPI il y a quelque temps encore, et vous étiez à l'étage du dessus, si je puis dire, hein, puisque il y a un gros budget sur France 2030 pour justement l'investissement et la souveraineté. Est-ce que vous diriez que, de votre point de vue, non pas de l'école, mais quand vous étiez tout en haut, est-ce que culturellement, il y a une appétence pour ces relations? Et est-ce que vous sentez quand même que ça se renforce, ça se développe? C'est important au moment où on parle de souveraineté, je crois. Oui, pour l'information générale, j'avais en charge la partie industrie agricole du plan France 2030, donc une bonne moitié des 54 milliards d'investissement, et pas les sujets SI Télécom, mais la question était vraiment d'interaction entre le monde académique et les entreprises. Donc, on avait beaucoup de projets, d'abord de structuration de la recherche, donc ça, c'est très important. Je pense que tous les plans d'investissement ont permis de structurer ça et nos écoles en ont bénéficié grandement. Et puis, à la fois, un volet, on va dire, innovation technologique partenariale, avec beaucoup de projets qui se faisaient en co-construction avec des centres de recherche et des entreprises. Et puis aussi, un élément important qui est important aussi pour nous, écoles, une évolution des programmes pédagogiques, puisque le plan France 2030 accompagnait aussi, et on en a bénéficié, l'évolution de nos maquettes pédagogiques. Et ça, c'est important. On ne peut pas avoir… C'est très, très bien d'avoir une industrie performante et innovante. C'est encore mieux lorsqu'elle est
les ressources humaines, Elle est connectée. les ressources humaines faut fonctionner et que nos programmes de formation s'adaptent aux besoins de l'industrie d'aujourd'hui. Donc ça, le plan France 2030 avait ces deux pattes, on va dire, et effectivement, l'interaction avec les TRL plus ou moins bas se faisait de manière continue avec le monde industriel et le monde académique. Allez, première réaction côté entreprise. Monsieur Laurent, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Alors, chez Schneider Electric, non seulement vous avez un regard made in France, vous avez la relation avec les écoles françaises, mais en plus la vision transversale et internationale. Vous me disiez quand on préparait, quand on veut nouer des contacts dans une grande groupe mondiale, il faut convaincre tout le monde, ce qui rend complexe parfois la mise en œuvre des partenariats. Mais en tout cas, c'est une ambition que vous partagez dans des grands groupes comme le vôtre. Oui, alors vous m'entendez bien? Super. Ok. Non, merci merci de me donner la parole. Juste pour bien comprendre ce que je vais dire là, je pense que c'est important en deux mots. Hein. Je ne suis pas là pour faire la déballe sur Schneider Electric, mais c'est de redire parce que je pense que notre empreinte géographique donne à comprendre aussi les enjeux qui s'attachent à ce type de partenariat. Schneider Electric, c'est 177 000 personnes dans le monde, 15 000 en France, donc moins de 10% des effectifs en France. Et le poids du chiffre d'affaires de Schneider Electric réalisé en France sur le total du chiffre d'affaires de Schneider Electric, c'est 6%. C'est-à-dire que 6% de notre chiffre d'affaires est fait en France. Tout ça pour dire que si on est une entreprise française, et nous sommes une entreprise française, un quatrième market capitalisation du CAC 40, pour autant, le poids de la France, il est devenu petit au fil du temps, et c'est tant mieux, hein, c'est ce qui fait le succès aussi de l'entreprise, 6% du chiffre d'affaires, moins de 10% des effectifs. Donc, ce qui veut dire que quand nous, on décide en France d'avoir des partenariats avec des structures universitaires, académiques, écoles, sur des problématiques, des sujets de R&D, de recherche et de développement conjoint qu'on va partager, sur lesquels on va partager des moyens financiers et des moyens en hommes, c'est aussi un combat qu'il faut qu'on mène en interne. Pourquoi? Parce qu'on va mobiliser des budgets pour effectivement des structures académiques françaises, mais que dans un groupe comme le nôtre, tous les pays sont finalement enclins, attraits et légitimes à dire mais moi je veux aussi une part de ce budget pour aller faire de la recherche avec une structure de R&D en Inde, au Brésil, aux États-Unis, et la compétition elle est aussi mondiale à l'intérieur des groupes. Il ne faut pas croire que tout ça est facile. Et quand nous on a développé, moi ça fait 6 ans que je suis à la tête de la France pour les ressources humaines, on a vraiment exprimé et développé une grande ambition en matière de partenariat académique avec des écoles d'ingénieurs, mais pas que, et aussi avec des business schools. Et IP Paris a été véritablement au cœur de ça. Ça a été un peu fondateur ce qu'on a fait avec IP Paris. C'est aussi un combat qu'il faut mener en interne pour effectivement arriver à mobiliser et à orienter une partie des budgets vers effectivement des centres académiques qui sont français. Alors, ces partenariats, pour nous, ils sont essentiels. Pourquoi? Parce qu'on considère, quand on est une entreprise de haute technologie, on ne peut pas avancer, réfléchir et innover tout seul. Il faut le faire aussi de concert avec des structures et des organisations qui ont le savoir-faire. Là, en l'espèce, avec IP Paris, ça a été autour du centre interdisciplinaire sur l'intelligence artificielle, iParis. Et c'est vraiment un partenariat aujourd'hui dont on est très satisfait. Parce que on peut dire combien, monsieur Laurent, ou c'est confidentiel? Le montant d'investissement? Oui. Une fois qu'on met tout on met tout autour, parce qu'il y a aussi du temps homme passé chez nous, on est au-delà du million d'euros. Mais après, il faut se dire que voilà, des partenariats comme ça, on va en avoir plusieurs en France et on va en avoir plusieurs dans le monde. Donc, ce qui fait qu'à la fin, au niveau du groupe, ça fait des sommes qui sont importantes. Surtout qu'en France, on a développé des partenariats aussi. Alors, sur l'intelligence artificielle, on s'est aussi embarqué avec HEC, parce que HEC fait aussi partie, d'une certaine manière, intervient aussi avec iParis, très embarqué sur les sujets de l'intelligence artificielle. Donc, on a aussi signé un partenariat encore presque plus gros financièrement avec HEC, parce que les écoles de commerce sont toujours un peu plus gourmandes. Voilà. Mais voilà, donc ça, pour nous, c'est absolument fondamental. Et puis surtout, ce n'est pas seulement de la R&D. C'est qu'à partir du moment où on signe des partenariats avec des écoles, avec des universités, il y a le sujet de la jeunesse qui vient très vite derrière. Et chez Schneider Electric, ça a toujours été un marqueur historique qui remonte à plus de 25 ans, du temps de Didier Pinot-Valenciennes, qui est décédé malheureusement cette année, d'Henri Lachmann, renforcé et accéléré du temps d'Henri Lachmann autour de l'apprentissage. Donc, il faut savoir qu'en plus, nous, derrière, il y a un investissement sur la jeunesse, puisque, je vous dis, un effectif de 15 000 personnes en France, et sur ces 15 000 personnes viennent s'ajouter ce qu'on appelle 1700 campus, c'est-à-dire 1700 jeunes qui viennent chez nous compléter leur parcours, leur cursus académique, que ce soit dans le cadre de l'alternance, de contrats d'alternance,
ou que ce soit dans le cadre de stages. Plus les VIE, on a à peu près 140 VIE et on a une vingtaine de thèses, de personnes qui font leur thèse chez nous. Donc tout ça, ça participe d'un écosystème qu'il ne faut pas prendre de façon séparée. Ce n'est pas seulement les partenariats avec les écoles, avec les universités, c'est aussi un engagement plus large sur le système éducatif au service de la jeunesse et puis au service aussi du pays, parce que si on a un tissu d'entreprise qui est très lié au monde industriel, un tissu d'écoles et d'universités très lié au tissu industriel, ça fait des écoles et des universités qui sont plus fortes, qui sont plus à la page, et puis des jeunes qui viennent trouver leur place, qui viennent s'insérer dans ce dispositif-là. Merci Dominique. Allez, on continue. Thierry, vous commentez quand vous voulez, hein, vous avez le droit. Maëlys, je vais vous passer la parole. Allez-y, oui, Thierry. J'ai bien envie de commenter, effectivement. Bon, plusieurs choses dans ce que dit Dominique Laurent. D'abord, ça me rajeunit parce que c'est Henri Lachmann qui m'a recruté au CGI. Moi aussi, cher Patrick, était au CGI il y a quelques temps. Bon, premier point, je ne sais pas si ça a été suffisamment compris, mais l'engagement dont parle Dominique dans iParis et qui a été l'engagement aussi de 6 autres compagnies françaises à hauteur de 1 million d'euros par an pendant 3 ans, c'est énorme à l'échelle française. Et c'est ce qui nous a permis de candidater et avec succès au programme IA Cluster et d'avoir une dotation importante de l'État, 70 millions d'euros sur 5 ans. Donc, c'est le genre de belle histoire où les financements privés aident à obtenir des financements publics et on espère bien que le financement public n'incitera pas les entreprises à se désengager. Le deuxième point, c'est ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, iParis, c'est une opération conjointe entre IP Paris et HEC, que c'est très important aujourd'hui de former des gens qui sont à la fois familiers avec le business et familiers avec la tech, et que d'ailleurs, on avait depuis longtemps des diplômes communs entre HEC et l'école polytechnique, de la recherche commune, Maëlys pour en parler, entre l'ENSAE et HEC. Le troisième point, c'est que si un grand groupe français est international et doit réfléchir à son équilibre international, nous aussi, on est dans un contexte international. Et ce qu'on est en train d'essayer de faire, ce dont on parle, c'est juste ce que font tous les jours le MIT, Caltech, le PFL. J'allais vous demander. Donc ça résonne beaucoup. Oui, c'est ça. En fait, vous êtes en train de dire on s'aligne juste sur les meilleurs. C'est l'idée, oui. C'est l'idée et de défendre la place de la France et de l'Europe. Mais je laisse la parole à Maëlys. Maëlys, alors, vous aussi, j'imagine que vous réagissez. Alors, l'ENSAE, c'est la grande école des statistiques, hein, de plein d'autres spécialités, mais c'est connu pour ça. J'imagine que les partenariats aussi sont importants et on a eu le point de vue de Patrick Olivier. Quel est votre regard sur cette impérative nécessité? Oui, alors effectivement, l'ENSAE, c'est une grande école de mathématiques appliquées. La statistique et les probabilités sont au cœur et on a toujours eu cette tradition de travailler de façon appliquée dans des domaines de l'économie et donc en particulier dans des entreprises du secteur régulé où la microéconomie est assez fondamentale, la microéconomie quantitative. Et puis, bien sûr, avec le secteur de la finance et de l'assurance, et ça, c'est une grande tradition. Aujourd'hui, l'IA, d'une certaine façon, a mis la statistique à l'honneur. Hein. Dans l'IA, il y a de la stat et il y a de l'informatique. Ça nous ouvre aussi à une autre pluridisciplinarité avec l'informatique. Et dans cet écosystème-là, je trouve que les relations avec les entreprises ont été vivifiées et se sont élargies aussi à des secteurs qu'on n'avait pas forcément, ou sur des méthodologies qui étaient, qui sont nouvelles. Alors, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, les écoles ont aussi des attentes qui vont au-delà du financement. Ces attentes, pour ce qui concerne la recherche, c'est un dialogue en fait continu. Quand on parle de relations entreprises, c'est des relations qui sont enrichissantes, c'est des relations à la frontière entre la recherche et l'entreprise. Et donc, cette maïeutique, ce dialogue entre les chercheurs et les praticiens de l'entreprise, ils sont aussi très, très demandés par les chercheurs et c'est de l'orientation au quotidien. Voilà, je pense que les chercheurs comme les élèves, je vais en parler ensuite, ont envie d'avoir de l'impact. Et l'impact, ça passe aussi par la bonne compréhension de l'environnement et les dialogues avec les entreprises nous poussent à ça. Je vais juste vous donner un exemple de chaire, par exemple. Alors, un sujet traditionnel à l'ENSAE, l'assurance. Donc, on forme des actuaires. Un actuaire, c'est quoi? C'est un statisticien qui travaille sur des données très, très longues, d'étapes de longévité, c'est lié à la démographie. Eh bien, aujourd'hui, on a des risques émergents. Le changement climatique, les risques cyber, ça, ce sont de nouveaux risques.
Et on fait de l'IA là-dessus, parce qu'on travaille on travaille sur les risques émergents, plus sur des séries très très longues, mais sur des séries très courtes et de façon très pluridisciplinaire. Et ça, c'est un vrai sujet très concret. Donc, on a une chaire avec Allianz, par exemple, sur ce sujet. Ce sont des sujets qui intéressent les entreprises, qui intéressent le secteur public aussi, et qui intéressent nos élèves parce qu'on est en train de travailler sur le contrat social de demain, travailler sur l'assurabilité des risques avec de l'IA, c'est travailler la frontière entre le secteur public, le secteur privé dans ce monde-là. Et pour ça, on fait travailler des actuaires, certes, mais aussi des sociologues, des géographes, pour appréhender la problématique sur toutes ses facettes. Et c'est comme ça qu'il faut étudier ces nouveaux sujets. Donc, nouvelle méthodologie, nouveaux sujets. Et puis, concernant les élèves, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'aime bien l'idée de l'engagement des entreprises envers la jeunesse. Je pense que là, on parle complètement le même langage. Et donc, on a vraiment besoin de votre appui, en fait. Quand on est directeur d'école, on a besoin de vous faire intervenir pour travailler l'orientation des élèves, pour travailler l'incarnation des différents métiers. Vous savez qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur les filles et les maths. Moi, quand je vois des jeunes filles et que j'essaie de leur donner envie pour venir dans nos écoles, continuer à faire des maths longtemps, eh bien, je leur parle des métiers de l'entreprise parce que ça ouvre beaucoup de perspectives et je pense que la voix de l'entreprise, elle est importante parce qu'elle est incarnée vis-à-vis de notre jeunesse. Alors, on ne t'entend plus. Moi, je ne t'entends plus du tout. Gilbert, je pense que tu es en mute, donc on ne t'entend plus. Pardonnez-moi, je ne voulais pas avoir de bruit de fond. Pardonnez-moi. Quand on parle secteur attractif, l'aéronautique fait partie de ces secteurs. Et évidemment, je me retourne vers Jean-Marc Gasparini. Chez Dassault Aviation, alors j'entends un écho. Voilà. L'idée, c'est évidemment de quelle est votre action sur la nécessité de coopérer. Oui, bonjour à toutes et tous. J'espère que les perfos sont bonnes parce que le son, pour moi, n'est pas très bon. Je suis derrière des pare-feux informatiques puisque nous sommes une entreprise assez exposée en ce moment. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je vais repartager avec vous finalement l'expérience. Il y a 2-3 ans, on s'est reposé la question de nos enjeux et de nos problématiques et de la manière de les aborder. Donc, Dassault Aviation est une entreprise dans la haute technologie, dans l'aéronautique, et on est dans le domaine spatial et aéronautique. On est aussi une entreprise duale, on travaille dans la défense et dans le civil. Et donc, finalement, en tant que société dans ces secteurs-là, on est souvent confronté à des problématiques d'enjeux contraires pour essayer d'illustrer, j'espère simplement, ce genre de problématique. Par exemple, on recherche bien évidemment la performance dans nos produits, mais on est en même temps soumis à des réglementations assez strictes vis-à-vis de la sécurité, bien sûr, des personnes, dans le domaine civil et dans le domaine militaire. Dans le domaine militaire, on est soumis également à tout un tas de pressions, par exemple, par rapport à ce qu'on appelle la SSI, la sécurité des systèmes et de l'information. D'autres enjeux contraires, c'est bien évidemment l'ouverture vers l'intelligence artificielle et l'autonomie, avec une préoccupation, que ce soit dans le monde civil ou dans le monde militaire, de garder les opérateurs humains en maîtrise de leur système et de leur sous-système, y compris s'il y a des parties d'autonomie. Donc ça, ce sont des enjeux contraires qui, bien évidemment, soulèvent des problématiques d'arbitrage dans les projets. Et pour être capable d'avoir ces arbitrages qui sont souvent multidisciplinaires, on a besoin d'avoir des ingénieurs de haut niveau, des cadres de haut niveau capables de mener ces arbitrages. Et donc, il y a 2 ans, j'ai été remonté sur le plateau. Ça m'avait rappelé mes jeunes années sur le plateau qui a quand même beaucoup évolué depuis ce que j'ai connu dans les années 80. Là, il y a une densification de ressources et d'enjeux sur le plateau. Donc, je suis monté avec
l'objectif de monter une chaire d'enseignement et recherche, donc avec l'Institut Polytechnique, les écoles d'ingénieurs, et puis j'ai échangé l'autre jour avec Maïs pour voir si on pouvait éventuellement aussi associer l'ENSAI à terme. J'ai demandé à mon écosystème à moi, donc mes camarades industriels de KNDS et de Naval Group, mes camarades d'Assosystème pour la partie informatique, et puis la DGA, Direction Générale pour l'Armement, au travers de l'Agence pour l'Innovation de Défense. Et donc, on a monté une chaire d'enseignement et recherche pour être capable d'avoir des gens de ce niveau-là, et donc pour être au niveau de ce qu'on appelle l'architecture. Les architectes, oui. Une question, ça coûte combien de monter une chaire avec vous? Alors, monter une chaire pour être, on s'était mis la barre volontairement quand même un peu haut. On avait discuté avec les équipes de Thierry, et donc on avait regardé un petit peu ce qui se faisait dans le monde, et notre référence était quand même plutôt côté MIT, et donc on s'est fixé effectivement d'avoir des financements sur plusieurs années. Donc on s'est engagé sur une durée qui permet de mettre en place la chaire, donc sur 6 ans, et on est au-delà du 1 million d'euros par an, avec du financement à la fois par les mécénats, mais également je fouette avec bien évidemment mes équipes pour qu'elles trouvent des sujets aussi de recherche pour associer la chaire au développement. Alors, ceci étant, moi, j'ai vu la question qui est posée vers l'Europe et la France là, dans le blog, mais j'ai quand même mes contraintes. Mes contraintes, elles sont quand même. J'ai une problématique de confidentialité au sens large dans mes projets. Et donc, il y a un sujet que je voulais, enfin, il y a un intérêt que je voulais mettre en avant quand je suis monté sur le plateau, ça n'existait pas dans mon époque, c'est donc la présence d'un certain nombre de centres interdisciplinaires. Celui qui a retenu mon attention, c'est bien sûr le CIEDS, Centre interdisciplinaire pour les études de défense et de sécurité, qui finalement est déjà une tête de pont intéressante pour acculturer et pour présélectionner un certain nombre d'angles d'attaque vis-à-vis de la défense et sécurité. Ok. Donc, on voit bien les enjeux qui sont dessus. Je vous demande si vous pouvez couper votre micro, Jean-Marc, parce que alors, on voit bien les enjeux, hein, les chaires, les partenariats qui peuvent se monter, les projets de recherche, la participation au cours. Thierry, au fond aussi, il y a un sujet, c'est qu'on manque d'ingénieurs. C'est qu'il faut que les entreprises, elles se mobilisent aussi pour aller à la source, non pas vers l'aval, c'est-à-dire la recherche, les projets, l'innovation, le transfert, mais également aussi la génération de talents, parce que c'est aussi un sujet. Je ne t'entends pas. Ton micro? Non, pourquoi? Moi, je t'entends. On entend Thierry parce qu'on n'entend pas là. C'est ton micro et que c'est ton micro. Mais pourquoi on n'entend pas? Bon, on va passer la parole le temps que ça se règle avec Dominique. Dominique, on en avait parlé, vous avez parlé des jeunesses hein, tout à l'heure, et vous me disiez il faut aller chercher, aider les jeunes et les talents, parce que c'est un problème de souveraineté hein, aussi, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Non, enfin, alors, je ferai juste un commentaire complémentaire. On a la chance, enfin, on a eu la malchance en France, le pays France et l'économie française d'une façon générale, on a très probablement raté la révolution de l'électronique au tournant des années 70-80. Au fond, avec une industrie qui n'était pas très forte là-dessus et n'étant pas très forte, elle s'est globalement fait décimer. Et on sait que toute l'électronique est partie qui en Asie, qui aux États-Unis, pas qu'en Asie, hein, aux États-Unis aussi, confère Nvidia Co. Et là, on est en face d'une nouvelle révolution industrielle qui est celle de l'intelligence artificielle. Donc, il est heureux de voir qu'effectivement, ces partenariats, en tout cas en ce qui le concerne, et beaucoup le concerne, l'intelligence artificielle, il est heureux de voir effectivement qu'il y a un bon maillage, moi je trouve, entre le monde des industries et le monde académique. Après, derrière, il y a aussi un enjeu, et comme vous le disiez, il faut qu'il y ait des ingénieurs et des jeunes qui soient intéressés, et des jeunes hommes et des jeunes femmes, ce qui est un autre sujet, qui soient intéressés aussi par ces matières-là, et que nous soyons en capacité
en France, de les développer, ce que je crois on fait plutôt bien aujourd'hui, mais aussi de les retenir. Et aujourd'hui, un des gros enjeux dans ces disciplines-là, alors ce qu'on n'avait pas sur l'électronique, parce que sur l'électronique, on formait très peu de jeunes, donc il y en avait très peu à retenir, et globalement, il y a eu très peu de grandes écoles ou de grandes formations électroniques en France, ce qui n'est pas le cas sur l'intelligence artificielle et sur le numérique au sens large. En revanche, on a un énorme enjeu qui va être de garder ces jeunes-là en France, au sein de nos industries. Alors, ils peuvent travailler au sein de nos industries françaises à l'étranger, mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est qu'ils aillent travailler à l'étranger dans des industries qui ne soient pas des industries françaises, parce que là, effectivement, il y a un enjeu de souveraineté. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. On va rentrer dans des sujets qui fâchent, mais on a en France, on continue d'avoir un très gros problème d'attractivité de ces jeunes-là, pour une raison qui est malheureusement assez simple, qui est une raison de salaire. Pourquoi ? Parce que se creuse un écart assez phénoménal entre les rémunérations que l'on est en capacité de proposer en Europe et a fortiori en France, versus les rémunérations qui sont proposées à ces jeunes diplômés dans d'autres géographies. Alors vous allez me dire, je vais enfoncer une porte ouverte, mais c'est malheureusement une réalité, c'est pas qu'une porte ouverte. Vous allez sur la côte ouest américaine aujourd'hui, alors même si effectivement tout ça est en train d'être un peu rebeloté parce que c'est une industrie qui est un peu sous pression aujourd'hui, mais quand même sur la côte ouest aux États-Unis, des jeunes qui sont effectivement bien formés sur les sujets du numérique, sur les sujets de l'intelligence artificielle, vont se voir proposer des packages qui vont être à peu près sur des coefficients multiplicateurs entre 2 et 2,5 supérieurs à ce qui est proposé en Europe occidentale et en tout cas en France. Alors, au motif qu'un salaire en France, et là je suis désolé de le redire, ça coûte cher parce que vous allez acquitter dessus à peu près de l'ordre de 50 à 52% de charges sociales, ce qui n'est pas le cas dans ces pays-là, de charges patronales, hein, et sans compter que le salarié, lui, va être exposé à 22 à 23% de charges de cotisation salariale, ce qui fait que son net dans la poche, versus son net dans la poche aux États-Unis va être, alors là je vous parlais d'un coefficient de 2,5, quand vous raisonnez en net, vous êtes plutôt sur des rapports de 1 à 3. Mais, alors Dominique, je ne m'attendais pas de votre part à un propos sur les charges patronales et sur les charges… mais c'est une réalité à laquelle on est confronté, et la France, et je suis désolé, mais la France sur ce type de fonction-là devient un pays en voie de développement sur l'attractivité salariale. Bon, allez, Thierry. Ouais, Thierry, vous avez été au sommet de l'État, vous avez piloté des grandes institutions. Vous avez côtoyé les sommets de l'État. Oui, vous voyez, je mets en avant Dominique, quand même, c'est vrai que c'est un sujet qui fait écho à plusieurs points. D'abord, sur la formation. Sur la formation d'ingénieurs, on est à fond. 11 200 étudiants. Les nôtres et puis ceux qu'on attire pour faire des masters et des doctorats, on a quand même, et les cycles ingénieurs, on a quand même 40% d'internationaux, donc il y a des gens qui viennent chez nous. Bon, alors on ne suffira pas à satisfaire la demande d'ingénieurs en France. On est la pointe émergée de l'iceberg, les meilleurs, les plus forts, c'est déjà beaucoup, et on va essayer de continuer à former des gens qui soient pertinents, c'est-à-dire avec un très haut niveau scientifique d'une part, au courant des derniers enjeux et apte à les traiter. Pour nuancer le tableau de Dominique, qui est parfaitement juste, mais d'un autre côté, j'étais tout à l'heure sur le plateau de BFM avec un X, un jeune, Thomas Cardreux, qui a fondé une start-up et qui me disait « J'ai travaillé plusieurs années aux États-Unis et je suis revenu parce que l'écosystème français permettait de trouver des talents moins chers et beaucoup plus qualifié. Donc, ça marche aussi dans l'autre sens. Bon, voilà, Dominique, voilà pour vous. Non, mais les deux sont vrais. Alors, deuxième point, à partir de ce que disait, je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-Marc, on parlait tout à l'heure, et on parle encore d'internationalisation. Il y a un autre aspect à l'Institut Polytechnique de Paris, c'est l'aspect souverain. Et les deux ne sont pas du tout contradictoires. C'est-à-dire que on voit bien dans la période géopolitique actuelle, pour d'assez mauvaises raisons, mais enfin c'est un fait historique, que la recherche militaire et la recherche duale vont se développer. Alors, il se trouve que l'Institut Polytechnique de Paris, c'est dans son ADN. On a 2 écoles qui sont sous tutelle défense. J'écoutais hier le ministre des Armées parler du quantique et de la manière dont le ministère des Armées va se situer sur ces grandes technologies. Si on parle de souveraineté digitale, Télécom Paris, c'est important. Si on parle de souveraineté économique, l'ENSA ça l'est aussi, et l'ENSTA, évidemment, s'intéresse à la souveraineté au sens le plus strict. Donc ça, c'est un grand marqueur pour nous, et ça n'est pas contradictoire d'être à la fois un institut très souverain, très axé sur ces questions-là,
et qui est en dialogue avec le monde international. Alors, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait, mais ne vous en faites pas, on le fait. Il y a un sujet, il y a une question qui est posée dans le chat, je l'ai repérée sur l'Europe. Thierry, on peut en parler tout à l'heure, comme ça on avance. Ok, n'oublions pas le thème de l'Europe, des financements européens, des alliances européennes. Dominique, pardon, je vous ai accusé d'être ronchon dans cette histoire pour dire. Ah non, je suis pas du tout ronchon. Je dis il faut qu'on soit activiste sur ce sujet-là et qu'on se mette en organisation, en ordre de marche, effectivement, pour garder ces jeunes. Et alors, je trouve que c'est là où l'alternance est un formidable véhicule parce que l'alternance, ça crée ce que les anglo-saxons appellent de la stickiness, de la rétention. C'est-à-dire vraiment, quand vous avez fait 12 mois d'alternance, 15 mois d'alternance dans une entreprise, votre capacité à vous projeter dans cette entreprise, à recevoir une offre de cette entreprise, elle est forcément majorée. D'ailleurs, les stats sont bonnes. Hein. Alors, ouais, juste, Patrick Olivier, un mot, parce que alors, mon sujet aussi, on posera la question à Maëlys, mais Thierry, oui, j'aurais pu lui poser la question. C'est vrai que Télécom, tout le groupe d'ailleurs Télécom, toutes les télécoms produisent beaucoup d'ingénieurs, mais finalement assez peu par rapport aux besoins, par rapport au gap qui existe entre la demande et l'offre. Est-ce que c'est un sujet aussi de créer cette appétence vers les métiers de l'ingénieur? Il y a deux niveaux de réponse. Le premier, mais Thierry l'a abordé, on forme des ingénieurs d'excellence et on a été accompagné, nos promotions ont fortement augmenté ces dernières années. Je pense que si je regarde que la photo de Télécom Paris, on est passé de, je crois, 150 à 250 ingénieurs formés. Bon, c'est peu par rapport aux besoins global, mais par rapport à notre capacité à déployer, c'est important. Donc ça, l'effort a été fait et le soutien des pouvoirs publics, en l'occurrence, puisqu'il y a plusieurs tutelles ministérielles, mais celle de l'économie et des finances, nous a accompagnés sur ce développement. Donc ça, c'est un point central. Et puis après, n'oublions pas, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi tout un volant de formation qui s'adresse plutôt en formation continue. Donc, on a des personnes qui sont en entreprise, qui reviennent vers nos écoles, soit pour faire des masters spécialisés, soit pour de la formation continue plus courte. Donc, on a aussi cette capacité collective, toutes les écoles, à accompagner l'industrie dans l'évolution de ses compétences avec des gens qui sont déjà en poste. Voilà, c'est deux volets, deux pattes sur lesquelles on travaille et qui sont importantes pour maintenir le niveau de compétence de notre pays. Mais comme Thierry l'a dit, on ne traitera pas l'ensemble des besoins. Et je pense que les rapports récents montrent qu'on a encore besoin énormément de compétences en France sur le sujet. Et si j'ai la parole, juste, je complète ce qui a été dit sur la compétition internationale et la concurrence qui a soit intra-groupe, soit inter-pays. Lorsqu'on voulait se comparer, en tout cas faire bonne figure vis-à-vis des propositions américaines, ce qu'on mettait en avant, c'était la capacité de la France à produire des ingénieurs et avoir un tissu de formation compétent. Et c'est un facteur d'attractivité, de stabilité pour les entreprises. Donc, il y a certes la question des salaires, la compétition, mais il y a aussi tout ce qu'on amène comme compétences et le développement de l'alternance stabilise tout le système en permettant à nos jeunes d'aller dans les entreprises et d'être directement au contact. Donc, tout ça, la qualité de la formation initiale, la formation continue et les dispositifs de partage type alternance sont importants pour notre compétitivité et notre souveraineté. Et d'ailleurs, il faut l'accélérer. Mon propos était juste de mettre en garde, si je fais un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais il faut qu'on évite de se retrouver dans la situation du football français. Où on a très probablement, parce que c'est démontré, on a probablement les meilleurs centres de formation, ce qui n'est pas le cas dans le tennis, mais on a les meilleurs centres de formation dans le football français. Sauf qu'aujourd'hui, on fait signer à des gamins de 16 ans des contrats pour les binder, enfin pour les attacher à des contrats qui les emmènent à 2024. On sait qu'ils n'iront jamais en 2024 avec ces clubs-là, mais c'est juste des instruments juridiques pour les protéger, pour faire en sorte que ces gosses qu'on a formés à prix d'or avec des centres de formation qui sont absolument remarquables en France, avec en plus, on les maintient dans un système scolaire le plus longtemps possible, ce que les autres pays n'arrivent pas à faire. Mais après, dès qu'ils ont 17 ans, ils signent des contrats qui, avec les clubs essentiellement anglais, espagnols. Donc voilà, il faut qu'on évite de tomber dans ce truc-là, quoi. Et que de notre excellent système académique, on arrive, nous, dans une logique de souveraineté, de pouvoir effectivement en garder le maximum. Après, qu'il y en ait 5-10% qui aillent signer des contrats dans des boîtes américaines, c'est la vie. Ouais. Allez, Maëlys, votre avis. Pardon, Patrick, c'est bon, vous avez fini, Patrick? Non, juste ça rebondit sur ce qu'a dit Maëlys tout à l'heure. On a aussi un enjeu d'expliquer l'impact de nos formations et la manière dont ça se traduit
dans le monde économique. Donc, aussi, la capacité à retenir nos talents, c'est la capacité aussi à leur donner un projet de vie, un projet professionnel à impact. Et ça, nos écoles, l'Institut Polytechnique, ils travaillent de manière à ce que, voilà, on donne de la perspective et que nos jeunes veuillent rester dans notre écosystème français. Maëlys, alors d'abord, vous êtes une femme directrice d'une grande école. Ça, c'est bien. Parce que quand on parle pénurie d'ingénieurs, on parle pénurie de femmes dans la tech. Il faut le dire. Je ne dévoile rien quand je dis ça, j'espère. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a, pour ce que disait Dominique tout à l'heure, on a besoin d'ingénieurs en France, on a besoin de beaucoup. On n'a pas besoin de quelques-uns, mais de beaucoup. Là, le déficit, c'est 10 000 par an, quand même, je le rappelle. Alors, vous avez aussi cette fonction d'attirer de plus en plus de jeunes et vers ces carrières. Oui, en effet. Alors, nos écoles, c'est une petite goutte d'eau dans la masse de la demande que vous quantifiez à juste titre. L'NSAE, l'an dernier, on a diplômé 280 élèves, cycle ingénieur plus les masters spécialisés qu'évoquait Patrick tout à l'heure. Alors, on a la chance chez nous d'avoir un taux de féminisation et de diversité de façon générale un petit peu plus élevé que dans les écoles d'ingénieurs traditionnelles parce que nous recrutons en plus du vivier du concours Minpon, du vivier très mathématique, des ingénieurs, des élèves ingénieurs qui viennent de ce que j'appelle les voies économiques, c'est-à-dire de prépa ECG et de Cagne scientifique. Donc, ce sont des élèves qui ont fait quand même beaucoup de maths et qui ont continué à faire des maths, voilà, parce qu'il faut passer le. Qui aime ça. Il faut aimer ça. Et on passe du temps avec des entreprises, mais on passe beaucoup de temps à l'NSAE, au tableau, à faire des équations, et voilà, et ils aiment ça. Et donc, on a cette tradition d'intégrer des gens qui ont fait un tout petit peu moins de maths quand même que d'autres. Et cette vocation d'harmonisation, d'intégration, elle contribue à la richesse de l'école. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps aussi pour que cette diversité, ce soit aussi une richesse pour nos élèves. Autrement dit, on a des voies débouchées de l'école qui peuvent être très différentes à l'NSAE. On a beaucoup de chercheurs. 50% de nos élèves en troisième année font un master recherche et 20% vont faire des thèses. On a notamment des chercheurs en sociologie, en économie. On forme les data scientists de l'État, qu'on appelle les administrateurs de l'INSEE. Et puis, à l'autre bout du spectre, on forme des ingénieurs qui vont faire de la finance. Et parfois de la finance à Londres et aux États-Unis. Et je reviens à notre sujet précédent. Mais ils gagnent plus d'argent, c'est pour ça. Et ben non, en fait. En fait, ce sont des choix. Mais oui, nos élèves, ils se côtoient tous, ils ont des goûts différents. Pour vous donner une petite indication des salaires de sortie, le salaire moyen en France, de sortie, il est à 63-64K. À l'international, donc plutôt en finance, il est à 110K. Donc ça illustre un peu la différence de salaire qu'on mentionnait. Mais pour autant, moi, j'ai toujours des gens qui sont passionnés par la recherche et qui vont avoir des salaires de chercheurs. Des gens qui sont fans de... Voilà, c'est pas les moins bons. Ils ont des goûts, des compétences qui sont différents. Quand on les forme à la sociologie, on les forme aussi au modèle de protection sociale française. C'est notre socle social. Et voilà, certains peuvent faire le choix de la France, ou peuvent faire le choix de métiers qui sont moins rémunérateurs parce qu'ils y trouvent autre chose. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on leur offre. Et la contribution des entreprises par les stages, par l'apprentissage, et des entreprises françaises, y compris à l'international, parce qu'on développe beaucoup les stages à l'international dans des entreprises françaises. C'est une façon aussi de faire de la rétention et de leur expliquer qu'une vie professionnelle, c'est dans tout. Et ils le comprennent. Alors Jean-Marc, on va passer la parole aussi à Jean-Marc, parce que chez Dassault, d'abord vous êtes international, vous aussi, comme le disaient nos intervenants, vous aussi, vous êtes en proie à la concurrence internationale sur les talents, en tout cas. Est-ce que la problématique de rareté des talents, alors vous avez deux problèmes. Il y a la confidentialité, parce que c'est vrai que quand on est sur le domaine militaire, c'est très confidentiel. Alors, je veux dire, sur la partie grand public, est-ce que cette problématique de rareté des talents et de nécessité, évidemment, de nouer des liens avec les écoles d'ingénieurs est important, sur ce plan des talents et de leur présence ou de leur absence, d'ailleurs? On ne vous entend pas. Alors, Jean-Marc. Vous m'entendez? Allez-y. Coupez la caméra, Jean-Marc. Je pense que ça sera mieux. Coupez la caméra.
Ah, Jean-Marc, je pense que ça se mieux. Allez, on vous écoute. Oui, c'est ça, allez-y. Ok, ouais, c'est ça, allez-y. Ok, donc oui, on est confronté à ce genre de problématique. Je reviens rapidement sur le sujet des femmes dans la tech, dans les parties techniques. Le sujet n'est pas un sujet uniquement d'école d'ingénieur, il est bien en avant, à mon avis, et il doit se gérer dès les lycées, voire les collèges, voire même en amont de tout ça. Et on est tous autour de ce ministère un peu subi déjà un décalage des orientations. Concernant les problématiques de l'international, bien évidemment, je suis confronté par deux sujets. Dans le monde des business jets, eh bien, nous avons des sites de production, y compris aux États-Unis, et donc le marché est bien sûr mondial. Et dans le monde militaire, bien sûr, la préoccupation de sécurité française, mais comme vous pouvez le voir dans la presse, on a beaucoup de succès à l'export en ce moment, ce qui nous impose de mettre en place des équipes chez les clients et donc d'être ouvert à toutes ces cultures. La rareté des talents, elle est bien évidemment là. Je dois dire qu'en ce moment, les succès de Dassault Aviation sur les marchés export sont assez médiatisés, donc ça nous donne un petit avantage. Ça nous donne un petit avantage d'image, je dirais. Et d'autre part, je pense qu'il reste un fonds de jeunes Français qui sont quand même intéressés par la problématique de défense et sécurité, qu'il ne faut pas opposer de manière brutale à la problématique d'environnement, parce que finalement, tout est lié. On a une seule terre qu'il faut arriver à se partager, et il y a des dimensions dans l'environnement qui sont extrêmement liées à la problématique de défense. Je citerai par exemple le fait que si on a des grands domaines de pêche qu'on ne sait pas surveiller, eh bien, et qu'on ne sait pas réguler, on peut avoir des endroits qui sont pillés par des pirates, donc il faut être en capacité de surveiller. Donc, oui, on est confronté à ça, mais en ce moment, on bénéficie quand même d'une image. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour tous ces éclairages. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour tous ces éclairages. J'ai bien fait. Alors, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Alors, vous l'avez compris, on adresse à peu près toutes les problématiques. On a même parlé piratage, hein, comme j'ai bien compris. Thierry, un mot, évidemment, sur… Même plus que de piratage, de piraterie. De piraterie. Piraterie, évidemment, mais piratage aussi. Alors, un mot sur le modèle économique. Quand on préparait cette table ronde, en fait, vous me disiez, mais au fond, c'est le modèle économique des écoles qui évolue et qu'on doit faire bouger. Absolument. Justement, le cas des industriels de défense est très intéressant parce qu'on a ce qu'on appelle la BITD, les industriels de défense. Nous, à travers la chaire architecture des systèmes complexes, on est en contact avec Naval Group, KNDS, Nexter, pour les intimes, Dassault Aviation, Dassault Systèmes. C'est-à-dire les grands intégrateurs de terre-air-mer et puis les intégrateurs de logiciels. Bon. Ces gens sont dans une situation extraordinairement contrainte et particulière. Je veux dire, on leur demande de produire plus vite, moins cher, en grande quantité, etc. Je me mets à leur place. Nous, on est dans un univers un peu contraint, mais eux sont dans un univers extrêmement contraint. Et le jeu, c'est d'abord de mettre en contact une organisation un peu complexe comme la nôtre avec des organisations complexes qui sont les leurs. Et de les convaincre que dans cette situation extraordinairement complexe, avoir de la formation et avoir des projets de recherche, ça peut être intéressant pour eux. Donc, c'est extrêmement stimulant pour nous que d'avoir à leur montrer ça. Parce qu'effectivement, il y a une question économique derrière ça, c'est que le soutien des industriels est important, ça a été dit plusieurs fois, il est important aussi financièrement, et ça nous amène à créer de la valeur, à nous poser la question tous les jours, la question de la valeur qu'on crée. Alors, on a guère de doute là-dessus, c'est-à-dire au sens où on crée de la valeur avec la formation, on en a beaucoup parlé, avec les talents, et notre recherche, si elle va vers le produit, si elle va vers l'innovation, crée de la valeur aussi. Donc c'est ça, d'une certaine manière, la question du modèle économique, c'est la traduction de la question de l'utilité d'un institut de sciences et de technologie
dans l'économie et la société d'aujourd'hui. Dominique, on va prendre les questions tout à l'heure. Dominique, j'avais une question pour vous. Est-ce que ça vous contrarie ou ça vous interpelle quand on vous dit vous faites partie du modèle économique des grandes écoles ou des systèmes de formation en entreprise? Du coup, ça replace l'entreprise dans son vrai rôle sociétal. Est-ce que ça me choque? Oui, qu'on dit l'entreprise fait partie du modèle économique Non, enfin, moi je pense qu'on y a une place, chacun a sa place. L'État y a probablement une place, les collectivités territoriales peuvent y avoir une place dans certains cas, l'école évidemment a son rôle à jouer, mais que l'entreprise fasse partie de cet écosystème, non, je pense que c'est normal, c'est naturel et c'est attendu. Alors après, chaque entreprise contribue à hauteur de ses moyens et on peut pas, on attendra plus d'une entreprise du CAC 40 que d'une petite entreprise de 6 personnes. Voilà, qui a moins de moyens et qui a une activité qui est plus difficile et plus exigeante sur le plan de la compétitivité. Mais oui, chaque entreprise là-dessus. Alors après, c'est abordé, il y a un angle très utilitariste. Je le fais parce que c'est bon pour mon entreprise. Et puis, je le fais aussi parce que je considère que j'ai une responsabilité citoyenne à le faire. Nous, notre biais et pour ceux qui connaissent bien Schneider et Henri Lachmann, nous, par exemple, sur l'apprentissage, ça a toujours participé d'une logique citoyenne. C'est-à-dire qu'on accueille chez nous bien plus d'apprentis en nombre ou d'alternants que nous en avons réellement besoin derrière pour pouvoir des emplois. Le rapport, il est sans commune mesure. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on va embaucher à peu près une vingtaine de pourcents de jeunes qui ont fait leur apprentissage chez Schneider Electric. Et ce n'est pas grave, parce que nous sommes contents d'avoir contribué pour les 80% qui ne seront pas embauchés chez nous, avoir contribué à leur formation et finalement de les remettre au pot commun pour que ça puisse bénéficier à d'autres entreprises qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir développer des jeunes dans les métiers qui sont importants pour eux. Donc oui, il y a une responsabilité citoyenne et puis il y a une responsabilité utilitariste et l'entreprise a toute sa place dans cet écosystème, évidemment. Voilà. Et là, mais quand je dis, évidemment, quand je voulais un peu vous bousculer, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut plus avoir cette… vous l'avez jamais eu à l'Institut Polytechnique, mais parfois le système universitaire a pu être un peu défiant vis-à-vis du monde de l'entreprise. Or, il est consubstantiel, à mon avis, aujourd'hui. Chacun ses appréhensions et chacun gère ses appréhensions comme il veut. Mais c'est à nous aussi de faire tomber les barrières. C'est à nous aussi, quand on va vers le monde universitaire ou des écoles, d'expliquer ce que sont nos intentions et ce qu'on souhaite réaliser et faire ensemble. Et chacun a sa place. Mais comme ce que disait Thierry Coulon, la création de valeur, je crois que c'est le terrain d'entente sur lequel on peut toujours se mettre d'accord, évidemment, pour avoir… Allez, Thierry, ça fait une petite heure qu'on est ensemble, on passe aux questions. Alors, il y en a une qui a été posée, sur et tout le monde pourrait répondre d'ailleurs, si vous êtes d'accord, parce que c'est un sujet important. Je vous laisse la lire, Thierry, la question. Cyril Pérez. C'est la question de quelle organisation est mise en place dans les écoles pour bénéficier de financement européen. Alors, on a ce qu'on appelle un grand office. On parlait de modèle économique. Il est clair que on repose sur un soutien de l'État fort et permanent, qui est que seul l'État peut prendre des risques, financer la recherche fondamentale, etc., etc. Bon, maintenant, il y a une deuxième source qui sont les appels à projets, publics, nationaux. Exemple, IA Cluster, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi les appels d'offres, les appels à candidature européens. Et en particulier l'ERC, qui est un soutien extrêmement important à la recherche fondamentale. Il y a aussi d'autres outils dans la Commission européenne qui soutiennent l'innovation directement, ce qu'on appelle l'EIC, European Innovation Council. Et on a effectivement un grand office dont le boulot est d'aider les candidats à soumettre des projets aux appels d'offres européens. Ce qui me permet de continuer sur le thème européen en disant que on est dans une alliance européenne qui s'appelle Eurotech et qui comporte 6 établissements. Alors, c'est une alliance européenne au sens large, puisqu'elle inclut 2 pays associés, puisque l'EPFL de Lausanne et le Technion sont membres de cette alliance, avec la DTU, les Danois, l'Université technologique du Danemark, la TUM, la Technische Universität München, et puis les Néerlandais de Eindhoven. Donc, c'est aussi un espace dans lequel on est en train de se développer. Et d'ailleurs, si on prend l'exemple de Eindhoven, la relation entre Eindhoven et ASML est juste extraordinaire. Donc, on a là aussi des leçons à prendre d'un pays relativement petit qui
a de grands succès aux appels d'offres européens, remarquables. Et en France, on a des succès, mais on ne candidate pas assez. Donc évidemment, c'est plus difficile de ramener de l'argent. Vous êtes en train de me dire que la France ne candidate pas assez pour avoir de l'argent? Européen. Là, c'est dingue. C'est bien connu. C'est bien Patrick, connu. Vous candidatez assez, vous, Patrick? Chez nous, on y va, oui. Ah oui, d'accord. Mais Patrick, vous passez par l'IP, d'accord, bien sûr. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est quand même un sujet évidemment fondamental. Est-ce que, comment dirais-je, cette dimension internationale et cet étalonnage au niveau international, Thierry, vous avez beaucoup travaillé en Australie dans mon souvenir, vous avez œuvré dans beaucoup de pays. Est-ce qu'on est… Alors, aux États-Unis, c'est un peu lunaire, hein, je crois que les partenariats, ils se font à coups de millions, mais est-ce qu'on est très en retard ici? Non, mais il faut arrêter de se demander si on est en retard. Il faut juste le rattraper, avancer. On est dans une situation où on peut y arriver. Dominique le disait tout à l'heure sur l'IA. Enfin, il y a des trains qu'on a ratés. Le train de l'IA, le train du quantique, on ne l'a pas raté. Non. On est dedans. Le paysage tel qu'on l'a vu se structurer depuis le début des investissements d'avenir, le paysage universitaire français, il s'est transformé. Nous, on considère qu'on est quand même bien placé dans cette transformation. Et que, effectivement, si on regarde le MIT, le PFL, le Technion, Caltech, etc., on n'y est pas tout à fait. Mais tout à l'heure, on va signer un programme qui s'appelle le programme IP Paris Connexion avec un grand groupe français qui… J'ai commencé le dialogue avec eux et puis il y a un certain nombre des membres de leur COMEX me disaient, vous savez, au MIT, à l'EPFL, ils ont un programme de ce type-là. Et d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que nous, grands groupes français, on prendrait l'avion pour aller au MIT? On a les mêmes à la maison. Mais oui, on a les mêmes à la maison. Et donc, c'est bien le jeu qu'on se… Alors, attendez, vous allez le dire juste un mot à Patrick, parce que je le vois aussi quand même qui aussi réagit à tout ce qu'on dit. Hein. C'est vrai que j'avais connu votre prédécesseur et qui me parlait de télécom déjà à l'époque et aujourd'hui encore. La grande école de l'IA, c'est ici que ça se passe. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être parfois aussi jouer à domicile et faire comprendre que le talent, il est bien ici. Et comme disait Thierry, pas besoin de prendre l'avion pour aller le chercher ailleurs. Oui, tout à fait. Enfin, l'IA, c'est un mot, c'est un nouveau champ qu'il ne faut pas louper. Et on est plusieurs là-dessus. Je pense que il y a le sujet de la recherche qui va des mathématiques. Même les couches basses, on n'en a pas trop parlé, mais j'aimerais bien qu'on les remette aussi. Voilà. On peut faire de l'IA même dans la conception des composants. Donc, revenons à des choses qu'on sait maîtriser. Et il n'y aura pas d'IA tout bêtement sans données. Il n'y a pas de données sans capteurs. Donc, revenons aussi, n'oublions pas les fondamentaux sur lesquels on peut être compétitif. Donc, on prend toute la chaîne hein, des modèles mathématiques jusqu'à l'application. Et ça, dans le champ de l'application, on est nombreux à aller sur ce thème-là. Donc, toutes les écoles y contribuent à leurs moyens, à leur dimension, à leur histoire. Mais je pense qu'au sein de l'IP Paris, on est à la fois sur la conception physique et algorithmique et aussi sur l'application. Donc, voilà. Et quand on va parler d'IA, on va parler de transformation de société et de souveraineté. On en a déjà parlé. C'est-à-dire, c'est aussi un élément le monde de demain, comment va-t-il se dessiner grâce à l'IA ou avec l'IA, enfin, peu importe le point de vue que l'on prend. Mais c'est important de voir qu'est-ce que ça va nous amener comme solution pour gérer les grandes transitions du siècle à venir, qu'elles soient sociétales, énergétiques, environnementales. On a parlé beaucoup de ces incidents, on en a un peu parlé, mais le modèle social, les modèles sociaux qu'on défend, Maëlys parlait de tout ce que fait l'ENSA là-dessus. N'oublions pas que nous aussi, on a travaillé depuis longtemps sur les modèles de régulation et les télécoms, par essence, c'est un modèle de régulation. Donc, tous ces grands systèmes aujourd'hui complexes qui nécessitent d'être régulés, l'IA va y contribuer. On a des travaux, je vous donne un autre exemple un peu lointain, mais quand même assez proche, les plateformes type Uber ou sans faire de pub pour qui que ce soit, mais sont des grands nouveaux modèles d'organisation du travail. Et la manière dont l'IA permet aussi de gérer ces relations de travail est importante parce que probablement, elle nous permettra d'avoir d'autres modèles sociaux et d'autres modèles de répartition de la valeur demain et de manière équitable. Donc, tout ça, c'est des gros enjeux éthiques, sociétaux, industriels sur lesquels on contribue tous et il ne faut pas ignorer toute la chaîne sur laquelle on est déjà présent. Évidemment, il faut être au rendez-vous parce que c'est le modèle de demain qu'on est en train de dessiner aujourd'hui.
Allez, Dominique, Jean-Marc, Maëlys, un dernier mot pour conclure avant de passer la parole à Thierry, qui a défloré un peu la conclusion déjà. Hein, Dominique, un dernier mot. Évidemment, hein, tout ça fait sens. Hein, je crois qu'on a envie d'accélération. Hein, je crois qu'on parle collaboration. C'est surtout ça un peu que je retiens de nos échanges. Oui, accélération. Et puis, je pense qu'il appartient au rôle des grandes entreprises, parce que très souvent, on aime bien vilipender les grands groupes du CAC 40. Hein, c'est un peu un totem. À chaque fois qu'il faut s'attaquer à quelque chose, les milliards des groupes du CAC 40, machin, on aime bien attaquer les groupes du CAC 40. Je pense que nous, on a un rôle, les grandes entreprises, CAC 40, SBF 120, ce que l'on veut, on a un rôle aussi de montrer l'exemple et d'ouvrir la voie. Je pense que si des grandes entreprises font ça, alors à la hauteur aussi de leurs moyens, c'est de montrer, nous, on doit avoir une force d'entraînement sur le tissu économique français. Ce n'est pas seulement une histoire de grandes entreprises du CAC 40. On n'y arrivera pas seulement parce qu'il y a 40 boîtes en France qui font le job, quoi. Donc, nous, notre rôle, c'est de montrer la voie, de créer une force d'entraînement. Ce n'est pas de dire que toutes les entreprises doivent faire comme nous faisons. Hein. Vous citiez les autres entreprises qui sont partenaires dans Hype Paris et avec l'IP Paris. Je pense qu'on a un rôle là-dessus, véritablement, d'innovation, d'entraînement et de montrer ce qu'on peut faire. On fait, je vous disais, on fait plus de 1000 apprentis, 1000 alternants par an. Il ne s'agit pas que toutes les entreprises en fassent 1000, mais si au moins on peut montrer que c'est effectivement vertueux pour les jeunes, pour le monde de l'éducation, pour la souveraineté, ben voilà, il faut que d'autres entreprises… En espérant que l'État ne sacrifiera pas sur le dos du budget de l'État, notamment, et des économies, ces apprentis qui restent quand même un investissement plus qu'un coût. Non, mais l'État a aussi raison de regarder, parce qu'on ne travaille pas à fond perdu quand même. Hein, on a quand même quelques problèmes de budget en France, il faut quand même le dire. Donc, que l'État fasse un peu de différenciation et de dire finalement à qui je donne les moyens, quelle formation, parce qu'on s'est rendu compte, hein, le rapport de la Cour des comptes a été assez accablant là-dessus. En gros, ça bénéficie aux grosses boîtes et sur des formations qui n'ont probablement pas besoin d'être aidées et qui auraient de toute façon été faites sans ces aides-là, qu'il y ait un meilleur fléchage de cet argent qui a été quand même distribué sur l'apprentissage par milliards d'euros. Hein, enfin, on parle de milliards d'euros quand même. Moi, je ne suis pas contre une réflexion un peu intelligente. Mais d'ailleurs, le ministère a lancé une procédure pour valider les établissements qui auront droit et est revenu sur les niveaux de prise en charge. Allez, on ne va pas parler apprentissage. Hein. Un dernier mot, Jean-Marc et Maëlys, sur ce qui a été dit. Jean-Marc, un mot de conclusion sur moi, je parlais d'accélération. On ne vous entend pas. Bon. Maëlys, un dernier mot en attendant que Ah oui, allez-y. Allez-y. Oui, allez-y. Donc, je vais juste insister sur la globalité du modèle, c'est-à-dire il faut avoir un modèle où on arrive à avoir une école dans les écoles primaires et élémentaires qui pousse une éducation complète, mais il faut aussi avoir au sommet de la pyramide des écoles du meilleur niveau qui tirent à la fois la recherche et puis l'intérêt. Et donc, ce qu'on va chercher dans l'IP Paris, c'est bien la pointe de la flèche de la performance. Merci Jean-Marc, merci. Merci Jean-Marc, merci. Maëlys, un dernier mot avec vous pour finir et après Thierry nous annoncera fera la grande annonce. Bon, il l'a dit en partie déjà. Oui, ben moi je retiendrai qu'on a parlé d'engagement, on a parlé d'impact, on a parlé de souveraineté. On a parlé un petit peu moins de rayonnement et je vois qu'on a une question sur les collaborations entre les mondes académiques et économiques, surtout dans le paradigme interactionniste nord-sud. Et oui, on forme aussi des talents internationaux. À l'ENSAE, on a une grande tradition de partenariat avec un certain nombre de pays africains et d'écoles africaines. On recrute des ingénieurs très bien formés chez eux. Mais ça va aussi dans l'autre sens, puisque dans le cadre de nos mobilités à l'international, on développe beaucoup les stages dans ce type de pays, avec des entreprises qui peuvent être soit des entreprises françaises, parfois des startups qui se développent aussi en Afrique subsaharienne ou dans la zone du Maghreb, et puis des entreprises locales qui offrent ou des institutions qui offrent des stages à nos élèves. Et donc, c'est un tissu qui est extrêmement riche et ce sont des étudiants qui réussissent merveilleusement bien dans nos écoles. Et je vais terminer là-dessus. Bah oui, une note positive, parce qu'il n'y a que du positif. Hein. Nous, ce qu'on veut dans cette matinée, c'est dire il faut faire plus, mieux, accélérer, continuer. Thierry, d'ailleurs, présentez-nous l'initiative que vous allez mener, que vous avez déjà menée, que vous avez déjà lancée et que vous avez concrétisée aujourd'hui.
Oui, alors, on a tout dit, l'histoire des écoles, la qualité de ce qu'on propose, le périmètre de sujets qu'on traite, on aurait pu parler aussi de l'ENSTA, du site de Brest, des océans, etc., etc. Tout ça fait que, et le fait que la science fondamentale, aujourd'hui, les maths les plus abstraites, les stats les plus abstraites sont liées à l'innovation économique, tout ça nous met absolument au centre du jeu de la relation entre l'académique et l'entreprise. On a tous les outils pour ça. Le mécénat, la recherche partenariale, les labos communs, les chaires, les thèses CIFRE, etc., etc. Et on a beaucoup d'amis, on a des amis des entreprises qui se sont engagées très fortement, on l'a vu aujourd'hui et il y en a quelques autres, mais tous ne nous connaissent pas. Et on est d'une organisation complexe. Il y a des organisations aussi complexes. Je pense effectivement à un grand groupe français qui va de la télévision jusqu'à la construction et aux télécoms. Eh bien, ils nous connaissaient un peu, mais ils ne nous connaissaient pas suffisamment. Et donc, ils sont nombreux, elles sont nombreuses, ces entreprises. On va proposer un programme qui s'appelle IP Paris Connexion, dont je parlais tout à l'heure, qui est effectivement inspiré de ce que font le MIT et le PFL, qui est un programme pour un ticket relativement modeste, qui est un programme de présentation de ce qu'on est, d'explication, un numéro de téléphone unique qui permet à une entreprise de se repérer sur ce qu'on peut lui apporter. Et donc, on le lance aujourd'hui et on n'a aucun doute sur le fait que c'est un outil de porte d'entrée. Ça n'est pas le magasin, c'est la porte d'entrée du magasin, mais c'est très important. Rappelez-nous, c'est un petit billet d'entrée pour les entreprises. C'est que dizaines de milliers d'euros, ça n'est pas grand-chose, mais et plus si affinité. C'est-à-dire que là aussi, c'est la possibilité de créer de la valeur, de créer des partenariats beaucoup plus profonds. Dominique, c'est bien cette petite idée d'entrée de gamme. Je ne sais pas comment on peut dire, d'entrée de gamme. D'entrée de système aussi. Dominique ne veut pas répondre. Je ne vous entends pas, Dominique. Ils sont bien au-delà. Vas-y, reposez-moi la question, excusez-moi. Parce que je voulais un commentaire d'un pro sur le nouveau projet IP Paris, IP Connexion, qui était une sorte de mise en bouche, si je puis dire, pour les relations, qui consistait à nouer des premières relations avec, sur le modèle de ce qui se fait dans les plus grandes universités américaines, pour avoir un premier niveau de partenariat. Ça s'appelle IP Connexion. Très bien. Enfin, il faut faire ça. Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler, comme vous le disiez, entrée de gamme, mais c'est non, mais il faut dire, il y a peut-être des modèles premium. Alors, je ne sais pas, il y a des modèles premium, et puis il faut trouver un modèle. Enfin, il faut trouver un nom, mais il ne faut certainement pas l'appeler entrée de gamme. Mais voilà, il y a une forme d'engagement de découverte, quoi. C'est un peu le pass découverte, quoi. Voilà, le pass découverte. Voilà, on l'a rebrandé, Thierry. IP Connexion. Merci à tous. C'était encore passionnant. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne semaine sur Vivatech. Je crois que Dominique a prévu d'y aller également. Jean-Marc ira certainement. Patrick certainement. Et moi, je passerai faire un bonjour et je passerai tous vous saluer si vous êtes là. Merci beaucoup à tous et bonne journée après ce webinaire passionnant. À très vite. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.